Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc S comme suffragette. Alors notre propos ne se consacrera pas uniquement à l'étude de l'ouvrage de John Stuart Mill, L'asservissement des femmes, mais va essayer de montrer rapidement comment un discours philosophique fort, radical, féministe, donc celui de Mill, lutte et peine à s'incarner dans le combat politique, un combat politique porté par Mill lui-même en tant que parlementaire, et comment, malgré cet indestructible désir de construire l'égalité entre les femmes et les hommes, les femmes elles-mêmes, les suffragettes donc, devront avoir recours à la désobéissance civile au risque de se battre jusqu'à perdre leur liberté par l'emprisonnement avant de voir leurs droits et leur égalité reconnus. Petit préambule, nous allons parler des suffragettes, notamment en Grande-Bretagne, parce que ça va illustrer aussi le mouvement pour lequel s'est battu justement John Stuart Mill, mais sachez que ça a été suivi évidemment en France. Je rappellerai les dates au fur et à mesure, ce sera d'autant plus marquant de voir comment la lutte qui a commencé déjà dans le 19e siècle a mis du temps avant d'éclore avec le fait que les femmes aient accès justement à ce droit de vote. C'est en 1869 que John Stuart Mill donc écrit L'asservissement des femmes, en anglais The Subjection of Women. Le champ lexical, comme le remarque Sylvie Schweitzer, donc dans la préface à cette édition chez Payot, le champ lexical est extrêmement d'une extrême intensité et radical, et elle dit radical à raison. Mill y dénonce, dans une société où la domination masculine est extrême, comme injuste et scandaleuse la dépendance absolue des femmes, ce qu'il précise étant la moitié du genre humain. Cette injustice scandaleuse de cette dépendance absolue des femmes, il la critique du point de vue juridique, économique et social. N'oublions pas qu'à cette époque, les hommes occupent le champ public, la politique, le militantisme, l'industrie, l'invention, etc. Et les femmes, évidemment, règnent sur le champ privé, la famille, l'éducation des enfants. Elles n'ont quasiment aucune responsabilité, ni juridique, ni sociale. Elles travaillent, bien sûr, les femmes ont toujours travaillé, mais dans l'ombre des hommes, dans les champs, dans les boutiques et à l'atelier. Alors, de quoi parle Mill dans son ouvrage ? Mill voit l'abolition de cette dépendance, l'abolition justement de la dépendance absolue des femmes, comme un gain prodigieux pour l'humanité. Mais il va commencer par s'opposer à un argument biologiste sexiste qui poserait que l'étude anatomique nous fournit la preuve de la supériorité masculine par la grosse taille de leur cerveau. Mill rétorque non, qu'un homme plus grand n'est pas plus intelligent qu'un homme plus petit et que dans ce cas-là, un éléphant ou une baleine devrait être supérieur par son intelligence à tout autre mammifère. Or, cela n'est pas vrai. Mill affirme, si on laissait la nature des femmes s'épanouir aussi librement que celle des hommes, il n'y aurait pas une différence essentielle ou même une différence quelconque dans le caractère et les aptitudes qui se développent chez elles. Comme elles possèdent une intelligence et des capacités intellectuelles identiques aux hommes, les femmes revendiquent donc, comme le dit Mill, je cite, une éducation aussi solide et étendue que celle des hommes, et il ajoute, avec des grandes chances de succès. Quelqu'un qui croyait dans les femmes. Ce contre-argument, une fois posé, Mill va vraiment insister sur la nécessité de l'accès aux hautes fonctions et des métiers réservés aux hommes pour les femmes. Je le cite. L'égalité de l'homme et de la femme au sein de la famille implique pour celle-ci l'autorisation d'exercer toutes les fonctions et tous les métiers réservés jusqu'ici au sexe fort. Je crois que c'est pour les maintenir en sujétion dans la vie domestique qu'on insiste sur les incompétences des femmes dans les autres domaines. Les hommes, dans leur ensemble, ne peuvent pas encore accepter l'idée de vivre avec une égale. Il est intéressant de remarquer que quand Mill écrit justement l'asservissement des femmes ou l'assujettissement des femmes, suivant la traduction, donc en 1869, l'Angleterre vient tout juste d'ouvrir les premiers lycées féminins. C'est en 1865 que le premier lycée réservé aux filles est ouvert. Ensuite, c'était en 1845, en Russie 1858, en France on attendra 1880. Mill écrit justement par rapport à cette différence et à la difficulté d'accès à l'éducation ceci. L'interdiction faite aux femmes de concourir pour l'exercice des hautes fonctions est une mesure arbitraire, préjudiciable à la société. Ne comprenant donc pas pourquoi nous voudrions nous priver de la moitié des talents potentiels de la société, il ajoute
de manière un peu ironique, y a-t-il une telle surabondance d'hommes capables d'assurer de hautes fonctions que la société puisse se permettre de rejeter le service des personnes compétentes? Sous-entendu, les hommes sont-ils vraiment tous compétents et suffisamment pour qu'on puisse se priver des talents potentiels des femmes qui le seraient largement tout autant? Alors, ça c'est le versant, j'allais dire, philosophique. Tout est développé dans l'asservissement des femmes. Il est important de noter que John Stuart Mill n'est pas qu'un philosophe, mais aussi un politicien. Et il s'est engagé politiquement pour cette égalité des sexes, et même juste avant l'écriture de ce livre, en 1966, Mill, alors parlementaire, dépose au Parlement une pétition pour le droit de vote des femmes qui fut rejetée. Cette pétition était également portée par des suffragistes, Emily Davis, Elizabeth Garrett Anderson. En 1967, un an plus tard, Mill propose une révision de la loi électorale anglaise en demandant l'extension du droit de vote aux femmes, mais encore une fois, cette réforme fut rejetée par le Parlement. Il faudra attendre 1918 pour que l'Angleterre accorde le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans, mariées à des hommes, inscrits sur les listes électorales et propriétaires. Il faudra attendre 1928 pour que les femmes puissent avoir le droit de vote comme les hommes à partir de 21 ans. Je rappelle, en France, 1944, Italie 1945, Espagne 1946, Belgique 1948. Alors, voilà le combat mené philosophiquement et politiquement par John Stuart Mill. Il me semble intéressant, pour illustrer ça, de vous projeter un extrait, on va même regarder 2 extraits d'un film qui s'appelle Suffragette, mais Suffragette sans S, Suffragette à l'anglaise, réalisé par Sarah Gavron en 2015, qui suit le chemin initiatique d'une femme qui se découvre suffragette par la force des choses et les événements qui vont lui arriver. Et comme toute héroïne, elle va dépasser ses peurs et confronter l'ordre établi et se découvrir elle-même, comme dans tout chemin initiatique. Miller, on rêve d'être un homme, il paraît. Oui, mais un vrai, pas comme vous. Chameau, hein. Couvre-toi bien. Souhaite-nous bonne chance. Il est pas trop tard pour que t'arrêtes ce cirque et que t'ailles travailler. Filme, mon cœur. On y va? Oui. Cassé pour toi. Merci. Faut que tu joues le jeu. On ne voit toujours rien? Non, les portes sont fermées. Il ne devrait pas tarder. C'est lui? Le Premier ministre a dûment étudié chaque témoignage de femmes. À l'issue d'un long débat, lors duquel de nombreux députés ont fermement défendu la cause des femmes, il a été décidé que les revendications ne comportaient pas d'arguments suffisants pour amender le projet de loi sur le droit de vote. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire pas de droit de vote pour les femmes? Non, pas de droit de vote. Pourtant, il nous a écoutés. Tout a été écrit. Ce sont des hypocrites. C'est une comédie. Honte à vous! Rentrez chez vous, c'est fini la rigolade. Circulez, restez pas là. Reculez, dispersez-vous. Dispersez-vous, dispersez-vous! Rentrez chez vous. Ne la touchez pas! Laissez
cet extrait illustre bien comment dire, l'impossibilité jusqu'à un certain moment de passer par la voie parlementaire, c'est-à-dire la voie légale qui permettrait justement d'accéder à ce droit de vote. Donc l'échec de la voie parlementaire. Alors que, c'est rapidement évoqué, les femmes ont été auditionnées, elles ont témoigné de leur vie quotidienne, de leurs responsabilités, des injustices auxquelles desquelles elles étaient victimes. Elles parlent évidemment des salaires inférieurs, du droit des hommes et des patrons de les posséder, des fois du doublement de la charge du travail entre le travail qu'elles ont à l'usine ou leur travail quelconque et doublé du travail à la maison. Et toutes ces femmes-là, comme on le voit, ressentent un très très fort sentiment de trahison, parce qu'il y a vraiment eu l'espoir d'être entendues et crues et que cette voix puisse porter. Ici, dans le film, nous sommes en 1912, donc plus tard par rapport à ce que je vous évoquais tout à l'heure avec John Stuart Mill, mais nous sommes encore bien avant 1918 et 1928. Alors cet échec par la voie parlementaire nous amène, et vous allez voir le film le montre très bien, vers la nécessité du passage à la désobéissance civile. Donc je vais vous montrer un deuxième extrait. Du gouvernement pour m'en empêcher. Je suis avec vous ce soir. Je sais que vous avez fait des sacrifices pour être là. Beaucoup d'entre vous, j'en suis consciente, ont dû renoncer à la vie qu'elles avaient autrefois. Pourtant, je sens votre enthousiasme ce soir. Depuis 50 ans, nous œuvrons toutes pacifiquement pour obtenir le droit de vote pour les femmes. Nous sommes ridiculisés, brutalisés et ignorés. Nous savons aujourd'hui que les actes et les sacrifices doivent être les nouvelles consignes. Dépêchez-vous dans le fourgon. Plus vite. Nous nous battons pour que dans un avenir proche, chaque petite fille qui viendra au monde puisse bénéficier des mêmes chances et des mêmes droits que ses frères. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Oui, nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois. Allez-y, militez. Agissez chacune à votre manière. Celles d'entre vous qui peuvent casser des vitrines, faites-le. Celles d'entre vous qui peuvent s'en prendre à la sacro-sainte propriété privée, faites-le. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement. Si nous devons aller en prison pour obtenir le droit de vote, brisons les vitres du gouvernement pour qu'on cesse de maltraiter la gente féminine. Par derrière, il faut passer par derrière. J'encourage cette assemblée et toutes les femmes britanniques à se rebeller. Je préférerais toujours être une rebelle à une esclave. Dans ce passage, Meryl Streep incarne Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst, qui fut donc une radicaliste, activiste anglaise, qui a organisé justement le mouvement des suffragettes et qui a mené à l'obtention et à l'accès au droit de vote. En 1999, le Time la cite comme une des 100 femmes qui ont influencé le XXe siècle. Donc voilà, Emmeline Pankhurst. Ce passage-là montre très clairement la nécessité du passage pour les femmes de la démarche légale et parlementaire à la nécessité justement de la désobéissance civile. Elle le dit très clairement. On ne peut pas parler de la désobéissance civile sans aborder Thoreau. Donc on passe de l'Angleterre, du vieux continent aux États-Unis. Le contexte est complètement différent, mais la désobéissance civile, la nécessité justement de s'opposer au gouvernement, Thoreau est évidemment le philosophe qui en a le plus et le mieux parlé.
Je voudrais le citer et après revenir sur quelques points qui peuvent être justement réappropriés par rapport à notre propos du jour. Thoreau écrit, donc dans la désobéissance civile, « Tous les hommes admettent le droit à la révolution, c'est-à-dire le droit de refuser l'allégeance au gouvernement, et celui de résister quand sa tyrannie ou son inefficacité sont grandes et insupportables. Mais presque tous disent que tel n'est pas le cas à présent. Toutes les machines connaissent des frictions et il se peut que celles-ci soient assez profitables pour contrebalancer le mal. Mais quand la friction vient à posséder la machine et que l'oppression et le vol sont organisés, je déclare, refusons de supporter plus longuement cette machine. En d'autres termes, quand 1/6 de la population d'une nation ayant vocation d'être le refuge de la liberté sont des esclaves, je pense qu'il n'est pas trop tôt pour que les hommes honnêtes se rebellent et fassent la révolution. » Deux choses par rapport à cette citation. La première, c'est comment Thoreau souligne le caractère passif d'une société qui s'habitue finalement à l'injustice, quitte à renier ses principes sans même peut-être en être consciente, et qui refuse évidemment le passage à ce qu'il appelle, lui, la révolution. Thoreau souligne ici la faiblesse ou même la lâcheté d'une société qui, par confort majoritaire, ne passe pas à l'acte et ne se soulève pas face à une minorité et à l'injustice d'une minorité. Deuxième point intéressant. Si on met en parallèle ce que dit Thoreau avec notre propos, quand Thoreau parle de 1/6 de la population, c'est un chiffre qui lui semble largement suffisant pour passer à l'action et que l'on se souvient de comment John Stuart Mill qualifie justement le combat des femmes comme étant la moitié du genre humain. Disons que 50% me semble être largement suffisant, encore plus, pour passer à l'action. Donc évidemment, adapter le propos de Thoreau à notre propos pour les suffragettes semble bien enjoindre à l'action. Un autre point important qu'aborde Thoreau dans la désobéissance civile, entre autres, et qui fait un écho avec le film, c'est la juste place du juste qui est en prison. Dans le film, Maud, l'héroïne, va passer plusieurs séjours en prison et le film montre bien comment l'effet de la prison, l'évolution de l'effet de la prison va avoir sur elle. De apeurée, terrorisée, elle va s'endurcir sans jamais se résigner et ça se termine à un moment, on a une scène où elle est face aux policiers qui n'arrêtent pas de l'arrêter et elle dit « Nous gagnerons, vous ne pourrez pas enfermer la moitié du genre humain ». Dans la désobéissance civile, Thoreau écrit justement ça. Sous un gouvernement qui emprisonne un seul être injustement, la juste place du juste est aussi en prison. Et s'il en est pour croire que leur influence s'y dissipera, que leur voix n'agacera plus l'oreille de l'État, qu'ils ne seront plus des ennemis dans ces murs, ils ignorent combien la vérité est plus forte que l'erreur, ni combien supérieur dans le combat contre l'injustice, par l'éloquence et l'efficacité, est celui qui a un peu souffert dans sa chair. Jetez votre vote, pas un simple bout de papier, mais toute votre influence. Une minorité est impuissante tant qu'elle se conforme à la majorité. Souffrir un peu dans sa chair. Voilà ce qu'ont traversé les suffragettes. Toutes enfermées plus ou moins longtemps. Elles ont perdu la garde de leurs enfants, elles ont été rejetées de leur famille, elles ont été reniées par leur mari. Voilà aussi tout l'acte par lequel elles n'auront pas renoncé à faire entendre leur voix. Le paradoxe ici, dans ce que dit Thoreau, c'est il faut renoncer à son vote. Mais quel paradoxe, quelle ironie. Désobéir pour les femmes suffragettes, désobéir pour avoir le droit d'exister parmi la majorité et pouvoir affirmer qu'il ne peut pas y avoir de majorité sans la moitié de celle-ci. Tel aura été leur combat. Enfin, pour conclure, on aurait l'impression que ce passage de la démarche politique institutionnelle à la désobéissance civile ne correspond absolument pas à la démarche qu'aurait pu avoir John Stuart Mill. Cependant, c'est intéressant de voir comment, lorsque John Stuart Mill témoigne du rôle qu'a joué sa femme dans ses convictions, on se rend compte que la part de la parole à la première personne est très importante. Je voudrais terminer par ça. Donc, dans son autobiographie en 1873, John Stuart Mill écrit ceci à propos de sa femme Harriet Taylor. Ce ne fut que grâce à ces leçons que je compris l'immense portée des résultats réels de l'incapacité des femmes, telle que je l'ai exposé dans mon livre de l'assujettissement des femmes. Aussi, est-ce avec un sentiment douloureux que je songe à toutes les idées excellentes qu'elle émettait sur ce sujet et que je n'ai pas réussi à reproduire, et que je mesure la distance énorme qui sépare mon petit traité de ce qu'il aurait été si elle avait mis sur le papier tout ce qu'elle avait dans l'esprit sur cette question, ou si elle avait assez vécu pour revoir et améliorer ce qu'elle n'eût pas manqué de faire, l'exposé imparfait que j'en ai donné. Aussi, ce qu'affirme John Stuart Mill ici,
c'est que personne mieux que sa femme, personne mieux qu'une femme ne peut parler en connaissance de cause de sa propre situation. Surgit ici la nécessité de la parole à la première personne, sans être représentée par d'autres. Et cette capacité à s'élever soi-même, quitte à devoir sortir ou même s'opposer à l'ordre établi, c'est ce qu'un autre philosophe américain, ami de Thoreau, Ralph Waldo Emerson, appelle l'âme active. Et il écrit « La seule chose qui est vraiment de valeur en ce monde, c'est l'âme active. Aussi, bien plus qu'une revendication politique pour l'accès au droit de vote, le combat des suffragettes est celui des femmes qui se battent afin de laisser s'exprimer leur âme active. Et la suffragette, elle est cette femme qui a le courage, l'audace et l'intelligence de s'ériger en son propre nom sans vouloir correspondre à la place que le monde dans lequel elle vit veut lui assigner. » Merci beaucoup. Merci.